Bonjour, je m'appelle Muriel Martin-Iboras, je suis cardiologue. C'est en tant que spécialiste en cardiologie, en tant que professionnelle de la santé, que j'aimerais vous donner des conseils alimentaires. Ces conseils, si vous avez présenté un infarctus du myocarde ou alors une thrombose, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral, sont pour vous. Si vous avez tout simplement de l'hypertension ou du cholestérol à votre prise de sang ou un prédiabète, voire un diabète, ils vous intéresseront également. Si vous n'avez aucune de ces maladies, ils peuvent vous aider à ne jamais les développer. Le cœur du problème est la malnutrition. Je ne vous parle pas de la malnutrition qu'il y a dans les pays en voie de développement, c'est-à-dire des gens qui meurent de faim. Non, je vous parle de la malnutrition que vous vivez au quotidien, même en Belgique. Savez-vous qu'un Belge sur deux a trop de poids? Le problème chez nous est que nous mangeons de trop et nous mangeons mal. Je vais développer cette constatation. Un Belge sur deux est trop gros et à partir de 50 ans, prend un médicament pour le cholestérol. Actuellement, les gens prennent trop de médicaments trop jeunes à cause de ce problème alimentaire. Le plus triste est que nos enfants ne sont pas épargnés. 15% de nos enfants en Belgique ont trop de poids. Au niveau mondial, il existe actuellement une épidémie de diabète. Selon l'OMS, une personne sur 10 sur la planète présenterait un diabète. Fait nouveau en médecine et plus inquiétant, le diabète de la maturité apparaît maintenant chez des enfants. Au cœur de ce problème se situe l'excès de sucre dans notre alimentation quotidienne. Après un certain âge, aux alentours de 40-50 ans, l'embonpoint abdominal peut devenir dangereux pour votre santé. En effet, l'embonpoint s'accompagne de graisse autour des organes au niveau de l'abdomen et provoque des complications telles que le diabète, le cholestérol, l'hypertension. Je développerai encore ce sujet par la suite. Maintenant, comment savoir si cela vous concerne, si vous avez trop de graisse intra-abdominale? Vous prenez 1 mètre de couturière. Vous mesurez votre circonférence abdominale au niveau du nombril. Serrez bien, vous pouvez serrer. Pour une dame, cette circonférence abdominale doit être inférieure à 80 cm, pour un homme à 94 cm. Maintenant, quand est-il important de faire un régime pour des raisons médicales? Il est recommandé de faire un régime pour des raisons médicales si votre tour de taille est à 88 cm et que vous êtes une dame, et à 104 cm si vous êtes un homme. En gros, retenez, si vous avez plus de 90 cm de tour de taille et que vous êtes une femme, et si vous êtes un homme et que vous avez plus d'1 mètre, facile, 1 mètre de tour de taille, il est vivement conseillé d'écouter les conseils que je vais prodiguer pour vous débarrasser de cette graisse intra-abdominale et éviter les complications qui vont apparaître après l'âge de 50 ans. Pour comprendre pourquoi la graisse se loge au niveau de l'abdomen, il faut comprendre le rôle majeur de l'insuline. L'insuline est une hormone. Il s'agit d'une hormone qui est sécrétée pour diminuer le taux de sucre sanguin. Vous le savez probablement, si on prend un traitement par cortisone ou si on a trop peu d'hormones thyroïdiennes ou encore à la ménopause quand les hormones féminines chutent, on prend immanquablement du poids. Les hormones ont une influence majeure sur notre prise de poids. Le problème dans notre société actuelle est que nous consommons beaucoup trop de sucre. Notre pancréas n'est pas capable de supporter une telle quantité de sucre. Donc nous sécrétons en excès de l'insuline. La graisse que l'on a autour des organes provoque une résistance à cette même hormone. Donc plus on a de graisse dans le ventre, plus l'insuline est résistante. Donc le pancréas doit compenser cette résistance en sécrétant plus d'insuline encore. Nous n'avons pas un pancréas qui est fait pour supporter autant de sucre. À un moment donné, il va s'épuiser
et nous allons développer un prédiabète, puis, si nous ne prenons pas conscience de ce mécanisme, un diabète. Cette graisse dans l'abdomen a d'autres conséquences que le diabète. Elle provoque immanquablement une perturbation du bilan lipidique, c'est-à-dire une anomalie au niveau de vos graisses sanguines. Vous avez probablement entendu parler de bon et de mauvais cholestérol. Lorsque vous attrapez de la graisse dans le ventre, à un moment donné, le bon cholestérol diminue et le mauvais augmente. En plus du diabète et du cholestérol, si vous avez une prédisposition à présenter de l'hypertension artérielle et que vous prenez un traitement, vous allez devoir prendre de plus en plus de médicaments pour votre tension artérielle. Il est primordial pour votre santé que vous preniez conscience du rôle majeur de l'insuline et de l'excès de sucre dans votre alimentation. C'est en tant que professionnel de la santé que je vais vous donner des conseils alimentaires, mais dans quel objectif ? Mon objectif n'est pas de vous faire maigrir. Mon objectif est votre santé cardiovasculaire, mais également votre santé générale. C'est également très important que vous expliquiez ces conseils à vos enfants, et mieux, de leur montrer l'exemple. Les habitudes alimentaires sont très difficiles à changer à l'âge adulte. Il est impératif de les enseigner aux enfants lorsqu'ils sont petits. Un bel exemple que les habitudes alimentaires sont difficiles à changer, c'est l'échec des régimes. La plupart des régimes permettent de perdre du poids transitoirement, mais à long terme, on reprend le poids de départ, souvent même plus de poids qu'au départ, car les mauvaises habitudes alimentaires reviennent. Ici, je me propose de vous expliquer les mécanismes de la prise de poids pour que vous changiez définitivement vos habitudes alimentaires. Cette cause d'épidémie de surpoids et d'obésité est notre société industrielle. Il s'agit d'un phénomène nouveau. Avant la Première Guerre mondiale, les gens mangeaient tout autant qu'actuellement, mais ils mangeaient beaucoup mieux, des aliments de meilleure valeur nutritive. Et ils étaient beaucoup plus actifs, ils étaient moins sédentaires. Les produits alimentaires actuels, notamment les produits industriels, ont malheureusement perdu souvent tout intérêt nutritif et contiennent en excès du sucre, du sel, des mauvaises graisses. Voilà le principal problème. Les gens actuellement, même s'ils sont de bonne volonté, n'arrivent plus à s'alimenter correctement. En plus des conseils alimentaires, il est primordial d'avoir une activité physique régulière. J'entends par activité physique non pas la pratique sportive. Je ne vous demande pas de pratiquer un sport, mais tout simplement d'éviter le piège de la sédentarisation, c'est-à-dire de pratiquer une activité physique modérée. Pour cela, il suffit de garer sa voiture plus loin, de jouer au ballon avec ses enfants, de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Il est très facile, si vous additionnez toutes ces petites activités au quotidien, d'arriver aux 30 minutes d'activité physique modérée qui sont recommandées pour éviter le piège de la sédentarisation. L'idéal est bien entendu de pratiquer du sport. Si vous voulez pratiquer du sport, je vous conseille un sport d'endurance. Il n'est pas difficile de pratiquer un sport d'endurance, même si on a une activité professionnelle bien remplie. Il suffit d'aller courir, il suffit de faire du vélo, il suffit de faire de la natation. Ce qui est important est de pratiquer ce sport durant plus de 30 minutes. N'oubliez pas vos enfants, le piège de la sédentarisation les concerne également. Bien souvent, les enfants restent des heures devant les écrans. Je vous conseille de limiter à 1 heure par jour les écrans chez ceux-ci. Le premier pas vers une vie plus saine est déjà de se remettre en question. En tout cas, de remettre en question son alimentation au quotidien. Pour cela, il y a de nombreuses informations. Chaque semaine, on parle de la malbouffe, de la malnutrition dans les médias.
Écoutez les émissions, lisez des livres, intéressez-vous, ne soyez plus passif. Le fait de s'informer est déjà un premier pas vers une vie plus saine. Dans notre société actuelle, il est difficile de s'alimenter sainement sans apprendre à lire les étiquettes alimentaires. En effet, afin de faire les meilleurs achats possibles, il vous faut comparer les aliments entre eux et apprendre à décoder une étiquette. C'est très facile, avec un peu d'expérience et d'information, de s'y retrouver sur une étiquette alimentaire. Je vais vous l'expliquer par la suite. Les conseils alimentaires que je vais vous donner ne sont pas à appliquer en permanence. Il faut que vous vous réserviez des moments d'exception. Ils sont très importants. Pour vous-même, si vous vous privez durant les moments d'exception, des moments entre amis, vous serez frustré par la suite et vous risquez de vous goiffrer. De plus, la nourriture a un rôle social et vous risqueriez de vexer votre entourage. Donc retenez bien qu'il s'agit de conseils appliqués au quotidien, mais pas lors de moments festifs. Je vous conseille d'acheter des produits de qualité. Les produits issus de l'agriculture locale et les produits de saison ont souvent un excellent rapport qualité-prix. En plus, vous favoriserez l'agriculture locale. Par exemple, un œuf de ferme est bien plus riche au niveau nutritionnel qu'un œuf de poule qui a été nourri avec des farines industrielles. Apprenez à interpréter les messages publicitaires. Les messages publicitaires ne sont pas mensongers. En général, ils disent la vérité. Mais néanmoins, ils vous induisent en erreur dans vos choix alimentaires. Les conseils qui vont suivre vont vous aider à les interpréter correctement. Je prends un exemple. Une pâte à tartiner à base de chocolat, bien connue pour les enfants, est indiquée comme riche en énergie. Vous croyez bien faire en achetant cet aliment pour donner de l'énergie à votre enfant. Mais si vous allez plus loin et que vous regardez sa composition, elle est extrêmement riche en graisse et en sucre. Vous devez à l'heure actuelle apprendre à interpréter les messages publicitaires et à lire les étiquettes qu'il y a sur les aliments. Le premier conseil à retenir est que la meilleure boisson pour vous est l'eau. Néanmoins, si vous avez une maladie, telle que de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance rénale ou hépatique, donc que votre cœur ou vos reins ou votre foie fonctionne moins bien, vous ne devez pas boire trop d'eau sur une journée. Je vous conseille dès lors, si vous avez une maladie, d'en parler d'abord à votre médecin. Vous ne devez pas boire trop d'eau, mais vous pouvez boire que de l'eau. Dans tous les autres cas, vous pouvez boire beaucoup d'eau et c'est d'ailleurs recommandé. Prenez de l'eau partout avec vous, buvez un maximum d'eau. Encore une remarque importante, concernant les patients qui ont de l'hypertension artérielle, ils doivent regarder le taux de sel que contient l'eau. Il faut donc regarder sur l'étiquette le taux de sel. Il est indiqué également sodium, car certaines eaux gazeuses ont beaucoup de sel. Pour rappel, vous devez consommer maximum 5 g de sel par jour. Mais le premier conseil est de boire exclusivement de l'eau. Conseil numéro 2. Consommez à volonté des fruits et des légumes. Vous devez quotidiennement manger 200 g de fruits et 200 g de légumes. Si vous respectez cette proportion, vous aurez les 40 g de fibres par jour qui sont recommandées. J'ai néanmoins une remarque à faire. Pour les patients diabétiques, certains fruits sont très riches en sucre. Évitez les fruits trop sucrés, tels les bananes, tels les raisins. En gros, en résumé, consommez 5 portions de fruits et de légumes par jour. Conseil numéro 3. Remettez le poisson au menu. Vous devez consommer 2 fois par semaine du poisson. Lorsque vous allez consommer du poisson, ce seront des graisses animales que vous ne consommerez pas et de plus vous enrichirez votre alimentation en oméga 3. Si possible, choisissez des poissons gras tels que le saumon, mais remettez au menu 2 fois par semaine du poisson. Conseil numéro 4, cuisinez un maximum à l'huile d'olive.
Choisissez-la extra vierge, extraite à première pression à froid. Conseil numéro 5. Les produits industriels, en l'occurrence les plats préparés d'origine industrielle, sont souvent riches en graisse, en sel et en sucre. Évitez-les. Ils ne sont pas compatibles avec une alimentation saine. Conseil numéro 6. Mangez moins sucré. Diminuez vos apports en sucre, mais surtout en mauvais sucre. J'entends par là le sucre raffiné, le sucre industriel. Il y a 2 types de sucre raffiné, le sucre blanc et le sucre roux. Le sucre blanc vient de la betterave sucrière, le sucre roux vient de la canne à sucre. Il s'agit de sucre simple, de mauvais sucre. Il faut impérativement les limiter. Je vais vous expliquer par la suite comment faire la distinction entre les bons sucres et les mauvais sucres. Conseil numéro 7, mangez moins gras. Mais surtout, limitez vos apports en mauvaises graisses. Vous devez savoir distinguer les bonnes des mauvaises graisses. Toutes les graisses ne sont pas égales. Je vais vous expliquer par la suite comment faire la distinction. Évitez le sucre simple. Évitez surtout le sucre raffiné, industriel. J'entends par là le sucre blanc et le sucre roux. C'est ce sucre qui nous fait grossir. Il provoque une augmentation du taux de glucose sanguin, du taux de sucre sanguin très importante, une réponse en insuline majeure. Vous savez que l'insuline est l'hormone de stockage des graisses. La plupart des diététiciens l'ont compris, puisque certains régimes vous proposent de manger à volonté du moment que vous éliminez le sucre. C'est vraiment la base de la diététique. Donc le simple fait de supprimer le sucre simple va vous faire maigrir. Ce sucre, malheureusement, se trouve absolument partout, notamment dans les produits industriels. On le trouve dans les pâtisseries, dans les viennoiseries, mais il se trouve également dans les boissons, dans les sodas, les jus de fruits. Les jus de fruits industriels sont vraiment un piège, ils sont extrêmement sucrés, ne sont pas bons pour la santé de vos enfants. J'ai encore une remarque importante. Le pain, les pâtes, le riz blanc sont considérés également comme un sucre simple et sont à diminuer. Pourquoi ? Ils sont digérés très facilement par notre tube digestif et provoquent une augmentation d'insuline importante également. Mangez plutôt les aliments complets. Si vous mangez du riz complet, des pâtes complètes, du pain complet, vous allez manger des sucres qu'on appelle complexes. Ils seront plus lentement digérés et la sécrétion d'insuline sera moindre. Ils font moins grossir. Ils sont plus riches d'un point de vue nutritionnel et en plus vous aurez les fibres de l'aliment. Donc il y a réellement les bons et les mauvais sucres. Les bons sucres sont les sucres complexes, les mauvais sucres sont les sucres raffinés. Conseil numéro 7, mangez moins gras. Mais surtout, comme pour les sucres, apprenez à distinguer les bonnes graisses des mauvaises graisses. Je vous l'ai dit, l'huile d'olive par exemple est une bonne graisse. Les Crétois, qui mangent énormément d'huile d'olive, ont une excellente santé cardiovasculaire. On parle d'ailleurs du régime crétois comme étant un exemple de mode d'alimentation. Il est très important que vous compreniez ce qu'est une mauvaise graisse. Une mauvaise graisse s'appelle un acide gras saturé, une graisse saturée. Les graisses saturées sont nuisibles, elles doivent être diminuées. On les retrouve dans les produits d'origine animale, c'est-à-dire dans la viande, particulièrement les viandes grasses, les viandes hachées et les charcuteries. En plus, les viandes hachées et les charcuteries contiennent souvent beaucoup de sel, donc elles sont vraiment à limiter dans votre alimentation au quotidien. Je vous conseille, si vous aimez la charcuterie, de la couper en tranches fines. Les produits dérivés, tels que le lait, le beurre, les fromages, contiennent également des graisses saturées. Essayez de les limiter. Par exemple, pour le lait, prenez du lait demi-écrémé. Une autre source de graisse saturée, donc de mauvaise graisse, est la source végétale. C'est-à-dire que certaines huiles végétales en contiennent. La plus connue, vous la connaissez, c'est l'huile de palme.
Le problème est que dans l'industrie, actuellement, on met énormément d'huile de palme dans les denrées alimentaires. Mais on ne se contente pas de mettre des huiles naturelles, néfastes, on en produit. C'est-à-dire que chimiquement, à partir d'une huile végétale qui au départ n'est pas tellement mauvaise, on va la modifier afin qu'elle se conserve et que le produit puisse être vendu plus longtemps, qu'il rapporte plus. Mais pour votre santé, ce n'est pas une bonne chose. En effet, on le modifie chimiquement en effectuant une hydrogénation. Une hydrogénation, c'est l'adjonction d'un atome d'hydrogène. Vous avez probablement entendu parler des huiles hydrogénées ou encore des acides gras trans. Ceux-ci sont à bannir complètement de l'alimentation. Ils sont extrêmement néfastes pour votre santé. Ils ne sont pas toujours indiqués sur les étiquettes. Donc sur une étiquette, si vous voyez acide gras saturé ou graisse saturée, il faut qu'elle soit limitée au maximum. Finalement, ces mauvaises graisses se trouvent dans de nombreux produits. Dans toutes les sucreries, donc pâtisseries, viennoiseries, en contiennent énormément. La fameuse pâte à tartiner à base de chocolat en contient beaucoup. Les chips en contiennent beaucoup. Les sauces, notamment à base de mayonnaise, les sauces très grasses, ont énormément de mauvaises graisses. Vous devez vraiment les limiter, en tout cas ne pas les consommer au quotidien. Heureusement, il n'y a pas que des mauvaises graisses, il y a les bonnes graisses. Donc je vous ai déjà parlé des Crétois et de leur alimentation modèle. Les bonnes graisses sont les graisses insaturées, par opposition aux graisses saturées. Il y a deux grandes familles, les monoinsaturées et les polyinsaturées. Je ne vais pas vous énumérer toutes les monoinsaturées, retenez seulement l'huile d'olive. C'est déjà pas mal. Concernant les polyinsaturées, il y en a de deux types, les oméga 3 et les oméga 6. Ça, vous en avez déjà entendu beaucoup parler. On trouve les oméga 3 dans les poissons gras, tels que le saumon, les sardines. Mais on les trouve également dans certaines huiles végétales, comme l'huile de lin, l'huile de colza, certaines huiles de noix. On les trouve également dans les fruits secs. On peut les trouver dans certains œufs enrichis, dans le commerce. Concernant les oméga 6, ils sont bons pour la santé également. On les retrouve un peu partout dans notre alimentation, mais vous devez être vigilant au rapport entre la quantité d'oméga 3 et d'oméga 6 qu'un aliment contient. En effet, il est recommandé qu'il y ait 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Si vous regardez les étiquettes alimentaires, vous allez vous apercevoir que les aliments contiennent souvent 15 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Or, il est recommandé de ne pas dépasser la proportion de 1 sur 5. C'est aussi nuisible pour notre santé. La répartition de l'alimentation est capitale. Vous devez prendre un petit déjeuner copieux, bien dîner, mais au souper, mangez modérément. Il ne faut pas grignoter avant d'aller dormir. C'est le pire que l'on puisse faire. Si vraiment vous avez faim, mangez un fruit. Mais le grignotage et le fait de manger avant d'aller se coucher est la première source d'échec des régimes. C'est logique. La nuit, vous ne consommez pas de calories, donc vous ne les perdrez pas, donc vous les accumulerez. Tout ce que vous mangez avant d'aller dormir, vous allez le stocker, et en l'occurrence sous forme de graisse qui va se mettre dans l'abdomen. Donc idéalement, vous devez faire 4 vrais repas. Le goûter a beaucoup d'importance. Vers 16 heures, vous pouvez manger un aliment sucré. C'est d'ailleurs le seul moment de la journée où vous pouvez vous permettre de manger du sucré. Réservez la praline qu'on vous a offerte ou le morceau de gâteau pour ce moment-là. À 4 heures, c'est le meilleur moment pour consommer du sucre. Concernant la préparation des aliments, elle est capitale. Vous devez comprendre quelque chose de primordial. C'est la cuisson des aliments. Plus un aliment est cuit, plus il est vite digéré. Donc plus le taux de sucre dans le sang augmente et plus l'on sécrète de l'insuline. Donc moins vous cuirez l'aliment, moins le taux de sucre qu'il va générer va être rapide. Par exemple, les pâtes sont meilleures pour la santé lorsqu'elles sont cuites al dente.
Enfin, mais ça vous le savez déjà, je ne vais pas vous le rappeler, les cuissons les moins grasses sont les meilleures, telles que la cuisson à la vapeur par exemple. L'idéal est de se déshabituer de la saveur sucrée. En effet, le sucre peut être en quelque sorte considéré comme une drogue. Il crée une dépendance, il a un impact négatif sur la santé. Un impact que l'on ne ressent pas tout de suite, mais à long terme, je vous l'ai dit, je vous le redis, il provoque du diabète, du cholestérol, de l'hypertension, de l'excès de poids. Finalement, le sucre a peu d'intérêt nutritif. Vous avez probablement remarqué, quand vous mangez moins sucré, que rapidement, vous n'arrivez plus à manger un aliment fortement sucré, il vous écœure. Il est donc recommandé de se déshabituer complètement de la saveur sucrée. C'est pourquoi je vous déconseille les édulcorants. De plus, comme vous le savez, certains édulcorants ne sont pas recommandés pour la santé. Je vous déconseille fortement l'usage d'aspartame. Si vraiment vous insistez pour un édulcorant, actuellement la stevia et le tagatose semblent sans danger. Il existe des aliments très bénéfiques pour votre santé. Abusez-en. Pour n'en citer qu'un, le soja. Le soja est un excellent aliment pour la santé cardiovasculaire. Par exemple, il augmente le taux de bon cholestérol et il diminue le taux de mauvais cholestérol. Néanmoins, encore une fois, méfiez-vous des étiquettes alimentaires. Certains produits dérivés du soja, comme les petits berlingots de lait de soja, par exemple avec un arôme vanille, sont fortement enrichis en sucre. Il existe énormément d'autres aliments santé, pour n'en citer que quelques-uns, le quinoa, l'avoine, le thé vert, ou alors un plus fréquent dans nos contrées, les pommes. Abusez-en. N'oubliez pas de les manger avec la peau, comme ça vous mangerez également des fibres et bénéficierez de toutes les propriétés nutritives des pommes. L'alcool n'est pas recommandé pour votre santé. Vous connaissez déjà bien les réponses qui font que l'alcool est nuisible à votre santé. Mais actuellement, le sujet qui nous intéresse est la prise de poids. Concernant la prise de poids, l'alcool est vraiment un ennemi. L'alcool fait très fortement grossir, et cela pour deux raisons. Premièrement, il contient énormément de calories. Deuxièmement, il provoque une sécrétion importante d'insuline et provoque un stockage des graisses. En somme, il fait monter le taux de glucose dans le sang. Néanmoins, il existe un alcool qui peut éventuellement être recommandé au quotidien et qui est même démontré comme étant protecteur pour votre santé cardiovasculaire. Il s'agit du vin rouge. Le vin rouge est protecteur car il contient des polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes. Vous pouvez en consommer quotidiennement à raison de 10 grammes par jour si vous êtes une femme et 20 grammes par jour si vous êtes un homme. Donc comme le vin rouge contient 13 grammes pour 100 ml d'alcool, cela fait un petit verre de vin rouge par jour pour les dames, 2 petits verres de vin rouge par jour pour les hommes. Vous aurez bien compris que le message que je veux vous faire passer est qu'il est indispensable à l'heure actuelle de choisir ces produits. Pour choisir ces produits, il faut savoir interpréter, comprendre, comparer une étiquette alimentaire. C'est très facile. Je vais vous expliquer comment vous y retrouver. Il suffit d'un minimum d'informations et surtout un peu d'expérience. Vous vous y retrouverez très facilement, très rapidement. Je vais aborder la description d'une étiquette alimentaire en plusieurs points. Le premier point est que vous devez prendre des aliments de la même catégorie. Par exemple, vous souhaitez comparer l'étiquette alimentaire sur un paquet de cornflakes. Vous prenez 2 paquets de cornflakes, l'un à côté de l'autre, et vous comparez des produits de la même catégorie. Le point numéro 2 est de regarder la quantité de calories que contient le produit pour la même quantité. Par exemple, pour vos cornflakes, vous prenez 30 grammes. En général, c'est des portions de 30 grammes et vous regardez le nombre de calories que cet aliment produit.
Le nombre de calories vous renseigne sur la richesse du produit, la capacité à vous faire grossir. Mais pour moi, ce n'est pas le point le plus important. Néanmoins, c'est la première chose que vous devez regarder pour avoir une indication. Donc, premièrement, vous avez comparé votre aliment avec un aliment de la même catégorie. Deuxièmement, vous avez regardé le nombre de calories. Troisièmement, vous devez regarder le taux de sucre. Alors, il est indiqué tout simplement sucre simple ou glucose. Et là, vous comparez le taux de glucose. Il doit être le plus bas possible. Point numéro 4. Donc après avoir comparé votre aliment, regardez le nombre de calories, regardez qu'il contenait le moins de glucose possible. Vous regardez le nombre de graisses qu'il contient. Encore une fois, toutes les graisses ne sont pas à mettre dans le même panier. Il y a des graisses qui sont bénéfiques et des graisses qui sont néfastes. Maintenant, vous savez très bien que les néfastes sont les saturées. Elles doivent être le plus bas possible. Encore une fois, méfiez-vous. Dans les graisses bénéfiques, les polyinsaturées, je rappelle que le rapport oméga 3 sur oméga 6 doit être inférieur à 1 sur 5. Maintenant, regardez le taux de fibres. Les fibres, c'est bénéfique. Plus il en contient, mieux c'est. Enfin, je ne dois pas omettre ce point en tant que cardiologue. Disons que ça vous concerne moins pour le problème de la prise de poids, mais pour mes patients, je me dois de le rappeler. Regardez le taux de sel. Le sel peut être marqué comme sodium. Le moins possible, c'est le mieux. Le maximum par jour est de 5 grammes. C'est la quantité de sel qui est recommandée.